Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire en français. Je suis Eric Bischoff et je suis le responsable commercial pour la France pour Cockroach. Et bonjour, donc Nicolas Wlodarczyk, j'accompagne Eric pour répondre à tout ce qui est questions techniques autour de Cockroach. Et donc c'est moi qui vous présenterai un petit peu aujourd'hui comment ça fonctionne. Voilà, donc on va attendre une minute pour que tout le monde soit connecté. Et puis on va commencer notre webinaire. Donc dans une minute, on commence. Merci. Donc, on va commencer notre webinaire. En tout cas, merci d'être connecté donc, à ce premier webinaire en français. Pour introduire un peu le sujet, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que pour accélérer les transformations digitales des entreprises, elles doivent forcément accéder à l'innovation et aux nouvelles technologies et baisser les coûts IT et moderniser la stack logicielle donc pour ces applications-là. Les applications que les entreprises mettent à disposition de leurs clients ou utilisateurs finaux, forcément, doivent être fiables, modernes et performantes. Ce que l'on voit, c'est que cette année, donc en 2023, pour continuer et accélérer cette transformation, il y a un des composants sur lesquels en fait, on va devoir travailler ou devoir mettre en place, c'est la mise à disposition, de mettre à l'échelle en fait, la base de données. Donc aujourd'hui, on va vous parler de base de données, donc de SQL distribuée à travers Cockroach. Juste pour faire un petit point sur la partie, on va dire, nos fondateurs, comment ils ont mis en place et comment ils sont venus à créer donc Cockroach. Vous voyez un peu ce qu'ils ont, d'où ils sont partis jusqu'à la partie Cockroach. Donc, ils ont commencé, voilà, c'est pas les premiers essais qu'ils ont mis en place. Donc, ils ont travaillé par exemple, quand ils étaient à l'université, ils ont créé un logiciel, un open source que vous connaissez peut-être, qui s'appelle GIMP, qui permet de manipuler des images, un peu un Photoshop-like. Et quand ils sont sortis de l'université, ils sont rentrés chez Google, ils ont travaillé sur toute la partie, on va dire, stockage de Gmail et de G-Drive. Donc, c'est eux qui ont mis en place cette approche-là. Et puis, ils ont continué à travailler sur d'autres sujets. Ils ont créé Viewfinder, qui s'est fait racheter par Square en 2013. Mais ils avaient toujours l'idée, dans cette idée de travailler et créer quelque chose d'encore plus grand. Et à travers donc, ces différents projets, donc, ils utilisaient en fait des bases de données, que l'on a sur le marché, hein, MySQL, Postgres, ce genre de choses. Mais ils avaient rencontré souvent des problèmes de performance, de latence et scalabilité sur l'approche. Et de ce constat, finalement, et par rapport aussi aux lacunes de ces bases de données, on va dire type traditionnel et NoSQL, finalement, ils ont décidé de créer, en partant vraiment d'une feuille blanche, en fait, une nouvelle base de données, donc SQL distribuée, qui est dédiée pour le multicloud. Et aujourd'hui, nous sommes, on va dire, une base de données qui est unique sur le marché et qui combine aussi bien la fiabilité et la cohérence des bases de données relationnelles avec la scalabilité et la flexibilité des bases NoSQL. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite introduction. Maintenant, je vais laisser la main à Nicolas qui va vous expliquer pourquoi le SQL distribué et pourquoi SQL distribué de Cockroach. Oui, donc pour comprendre le SQL distribué, en fait, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre quelles sont les mécaniques pour faire monter une base de données à l'échelle et tous les problèmes qu'on peut rencontrer au travers de ça et pour arriver à cette solution de SQL distribué. Donc, quand on cherche à faire monter sa base de données à l'échelle, quand on est sur une base de données classique, type Postgres, Oracle ou ce genre de choses, la première des choses qu'on va pouvoir faire, c'est simplement augmenter la taille de la VM sur laquelle on est. Donc, on va rajouter du CPU, de la mémoire, des choses comme ça, ce qui va donner plus de puissance à la base de données. Le problème de ce scaling vertical, c'est qu'on va faire monter une machine à la fois, et puis au bout d'un moment, on va atteindre des limites
tant qu'il puisse être matériel, parce qu'on ne peut plus faire monter la taille de la VM, soit purement logiciel aussi, parce que fondamentalement, rajouter des CPU et de la mémoire, bah, au bout d'un moment, ce n'est pas forcément un bénéfice pour le système. Il ne va pas réussir à gérer tout ça correctement et ça va créer plus de lenteur qu'autre chose. L'autre point négatif de cette approche-là, c'est que quand on veut avoir des données qui sont un peu distribuées géographiquement, on ne va pas pouvoir le faire, en fait, parce qu'on n'a toujours qu'une seule VM qui gère notre base de données. Et donc, fondamentalement, il faut que tout le monde arrive dessus. La deuxième approche de la scalabilité, c'est simplement, on va faire de l'horizontal scaling, comme on dit. Donc, à ce moment-là, on va rajouter une deuxième VM qui va porter la base de données. Et ce qu'on va voir très régulièrement, c'est quelque chose qu'on appelle de la synchronisation active-passif. Et donc, on a toujours une VM principale qui va prendre les lectures et les écritures. Par contre, sur la deuxième VM qui est à côté, on va autoriser finalement de la lecture, et uniquement de la lecture. Et elle va synchroniser les données, elle va les relire ce qui apparaît sur la première VM. Et donc, ça va nous permettre de lisser de la charge en lecture, donc pas en écriture, mais en lecture, et donc de diminuer un peu la pression sur l'instance principale qu'on a. Le problème quand on a ce genre de choses, c'est qu'on a scalé effectivement les lectures, mais on n'a pas scalé du tout les écritures. On est toujours limité à une seule machine qui gère donc les écritures. On a aussi le problème de synchronisation, c'est-à-dire que quand on écrit sur la première machine, il n'y a aucune garantie que ce soit répliqué immédiatement. Il y a un délai de synchronisation qu'il va falloir gérer. On peut imaginer des solutions qui permettent de mettre 2, 3, 4 machines, mais en général, on s'arrête à 2 parce que la réplication va prendre de plus en plus de délai. C'est-à-dire que si jamais on voulait avoir une deuxième machine de lecture, en plus de la lecture seule, en plus de celle qu'on a ajoutée, il faudrait que cette machine-là se synchronise sur la première en read-only et ainsi de suite. Et donc, on crée beaucoup d'éléments de complexité. Et donc, il faut maintenir cette synchronisation. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont relativement complexes à gérer correctement et à s'assurer que finalement, le délai de synchronisation reste toujours relativement faible, le plus faible possible pour garantir que les lectures soient cohérentes. L'autre possibilité quand on fait du scaling horizontal, en fait, c'est de rajouter des VM une fois de plus, sauf que là, on va générer des shards. On appelle ça le sharding, on peut l'appeler du partitioning, ça dépend un peu de ce qu'on va trouver. Et la façon dont on va travailler, c'est qu'on va créer donc autant d'instances de bases de données dont on a besoin sur des shards, mais chacune des shards va porter le schéma de manière intégrale et va porter uniquement une partie des données. Et donc, de cette manière-là, elle va être responsable des lectures et l'écriture pour les données qu'elle porte. Et donc, si jamais on a besoin d'aller lire ou d'écrire des données qui sont inhérentes à la shard 1, on va aller sur la shard 1, sinon sur la shard 2, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de lisser les charges en écriture et en lecture. Par contre, le sharding, ça impose pas mal de contraintes en termes de fonctionnement et de développement. Et donc, c'est ce qu'on va présenter un petit peu là. Et donc, comment on fait du sharding? La première des choses, c'est de découper finalement les données qu'on a. Donc, en général, on va découper la base de données en N morceaux, donc 2, 3, 4, peu importe. Et on va utiliser une colonne, une valeur, qui va nous permettre de couper ces données. Et donc là, dans l'exemple qu'on a, on a pris le prix. Donc, tout ce qui va être de 0 à 50 $ va arriver dans une shard, tout ce qui est de 50 à 100 dans une autre, et tout ce qui est à plus de 100 dans une autre. Et donc ça va permettre de gérer les données de manière assez simple. Pour le faire fonctionner, en général, on va prendre ce qu'on appelle une shard key, c'est la colonne ou l'ensemble de colonnes qu'on va choisir qui va nous permettre de découper les données dans les différentes shards. Idéalement, pour lisser ça le plus possible sur les shards qu'on va créer, on va essayer d'utiliser une fonction de hash. Et donc, cette fonction de hash, le rôle qu'elle va avoir, c'est simplement de nous transformer donc les n valeurs qu'on a dans la colonne en un sous-ensemble de valeurs qui vont être limitées au nombre de shards qu'on a. Ça va être 1, 2 ou 1 à 10 maximum. Et donc, à chaque fois, le hash va nous dire dans quelle shard aller positionner telle ou telle donnée. Donc, ça va vraiment nous permettre de relisser les éléments. Si on n'a pas de fonction de hash, ça fonctionne quand même. C'est simplement directement dans la valeur de la colonne, on sait que ça va dans la shard 1 ou dans la shard 2. Donc, les problèmes qu'on rencontre principalement avec le sharding, ce qui va arriver très souvent, c'est qu'en termes de développement, ça devient beaucoup plus compliqué. On va avoir tendance à générer du bug parce qu'en fait, on va avoir un problème qui va être simplement, je veux que mes données soient écrites, mais je ne sais pas, mon application a besoin d'avoir conscience de plusieurs bases de données, en fait. Chaque shard, même si c'est exactement le même schéma, même si c'est exactement le même produit qui est derrière, on a besoin au niveau applicatif de savoir que les données sont dans la shard 1 ou la shard 10. Et donc, à ce moment-là, on a besoin d'intégrer ça dans le développement pour être sûr d'aller chercher
la bonne shard en fonction de la donnée ou d'aller l'écrire au bon endroit pour être sûr que d'autres instances de l'application puissent aussi relire la donnée au bon endroit. Et donc ça veut dire qu'on doit gérer toute cette logique de sharding au niveau applicatif. Donc soit via des valeurs fixes, hein, comme on l'a vu sur les colonnes pour les répartir ça, soit sur des fonctions de hash qu'on va intégrer côté développement. Et donc ça nécessite d'avoir un peu plus de code à faire fonctionner et être sûr que ce code soit cohérent, quelles que soient les versions d'application qu'on va gérer. De la même manière, dès qu'on va vouloir introduire un changement de schéma, bah, ce n'est plus du tout la même chose qu'on va devoir faire parce que finalement, notre application, si on lui dit maintenant j'ai une nouvelle colonne sur cette table-là, il faut être sûr que cette nouvelle colonne elle soit disponible sur l'ensemble des shards qu'on aura créés. Donc, si on en a créé 2, 3, 4, 5, bah, il faut que la modification de schéma soit faite sur l'ensemble des shards avant qu'on puisse déployer la nouvelle version du produit. Et ça, donc, on est toujours dans un risque potentiel de s'assurer que ça fonctionne bien. Et donc, pour le faire, souvent, on va augmenter le downtime puisqu'on va devoir synchroniser l'intégralité des shards pour pouvoir ensuite s'assurer que tout est bon sur l'ensemble des shards qu'on a faites et ensuite basculer l'application dans la nouvelle version. L'autre coût et les problèmes qu'on peut rencontrer sur le sharding, très souvent, c'est le côté opérationnel. Parce que finalement, si on a une shard qui tombe en panne, bah, l'intégralité des données qu'elle porte ne sont plus disponibles du tout dans la base de données. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien pour aller lire ces données-là. Et donc, pour optimiser la résilience de la base de données, ça veut dire que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il va falloir gérer chaque shard de manière indépendante et concevoir, d'un point de vue opérationnel, que l'ensemble des shards, c'est qu'une seule base de données logique. Et donc ça demande beaucoup de travail qui n'est pas du tout le même en termes de supervision et de monitoring. Tout ce qui est backup aussi. Backup, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut qu'on soit capable d'exporter nos données et de les restaurer. Sauf que les restaurer, ça devient aussi plus compliqué. Est-ce qu'on va faire du backup par shard? Il faut s'assurer que quand on restaure les données, on les restaure dans la bonne shard. Parce que si on restaure les données de la shard 4 dans la shard 2, l'application, au bout d'un moment, elle s'y perd, elle ne retrouve plus les informations et on n'a pas du tout une base de données qui est fonctionnelle pour l'environnement applicatif. Tout ce qui est aussi failover, parce que comme on l'a vu sur la première possibilité, c'est en actif-passif. C'est une stratégie qu'on voit très souvent sans forcément ouvrir les lectures sur le nœud secondaire, mais c'est une architecture de failover. C'est-à-dire que si mon instance principale tombe en panne, à ce moment-là, mon application, elle sait basculer sur une deuxième instance et c'est cette deuxième instance qui va garantir les lectures et les écritures le temps qu'on restaure la première. Ça permet de limiter les downtime, de faire fonctionner l'application. Par contre, il faut s'assurer de comment on synchronise et comment on resynchronise une fois que tout ça est passé. Quand on parle de sharding, bah, finalement, cette architecture de failover, il va falloir la multiplier par autant de shards, la superviser pour autant de shards. Et donc, tout ça devient de plus en plus complexe parce qu'il faut qu'on soit capable de basculer la bonne shard et qu'on ne bascule pas une shard inutilement ou des choses comme ça. Et le dernier point opérationnel qui est vraiment compliqué, et souvent là, il est un peu au côté opérationnel et au côté développement. Bah, si par exemple, on a prévu notre base de données, on s'est dit, moi, je vois bien ce dont on a besoin, je vais faire des shards en fonction des pays. Donc, je vais faire une charte pour l'Europe, une charte pour l'Asie, une charte pour l'Amérique du Nord, une charte pour l'Amérique du Sud, une charte pour l'Afrique. Et finalement, bah là, le système il fonctionne bien, on est à peu près clair sur ce qu'on fait, l'application, ça fonctionne, sauf qu'on se retrouve à avoir une croissance incroyable sur un continent ou une zone géographique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va retrouver les limites de scalabilité qu'on avait avant et il va falloir recharder les données. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on recharde par pays ou autre? Peu importe, mais c'est comment on arrive à recasser un ensemble qu'on avait fait, à maintenir l'application et surtout à réussir à faire tout ça en live sans arrêter l'application. Parce que si l'application a du succès, en 2023, on espère que c'est une application qui est quasiment tout le temps disponible. En fait. Donc, les utilisateurs, ils ne vont pas attendre que ça fonctionne pendant 2 heures, 3 heures, une journée, que le système soit disponible pour pouvoir le consommer. Donc, il faut être sûr d'être capable de faire ça. Et donc, dans ce contexte-là, le resharding devient très, très compliqué et il ne fait que rajouter de la complexité sur les points qu'on a vus en termes d'opérationnel ou en termes de développement. Des complexités ou des risques qui apparaissent qui ne sont pas forcément toujours bien perçus immédiatement quand on met en place une solution de sharding, c'est la réduction de productivité. Parce que forcément, quand on a créé ces shards, qu'on a introduit par exemple une fonction de hash qui va nous permettre de distribuer dans les shards et ainsi de suite, tout ça, en fait, on peut avoir des aléas parce qu'on va mettre à jour une librairie et on n'aura pas fait attention et finalement, les données sont pas. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe.
Et puis, du coup, on n'arrive pas à le gérer. Donc, la compréhension du code et la gestion du code, ça devient beaucoup plus compliqué. Et en termes de maintenance aussi, donc c'est beaucoup plus lourd parce qu'il faut faire attention à beaucoup plus de choses. De la même manière, quand on va créer les shards, on va avoir souvent tendance donc, à répliquer notre schéma de base de données dans chacune des shards. Mais on a, suivant le sharding qu'on a choisi et comment on a traité ce sharding, on n'a pas de garantie que l'ensemble des données qui soient liées dans notre schéma de base de données soient toutes dans la même shard. Donc, on peut très bien avoir des données qui concernent nos utilisateurs dans la shard 1, mais ce qui va concerner les adresses de l'utilisateur, c'est dans la shard 2. Et donc, fondamentalement, à partir de ce moment-là, la gestion d'une transaction pour mettre à jour les informations de l'utilisateur avec son adresse, c'est 2 transactions séparées qu'il faut s'assurer que tout fonctionne au niveau applicatif. De la même manière, on n'est plus en capacité de faire des pointures directement au niveau base de données. On est obligé de ressortir la donnée une première fois dans la première shard et dans la seconde shard pour aller lire la suite. Donc, tout ça, en fait, ça va créer des effets de bord. Et quand on va casser les données ou autres, parce qu'on a besoin de modifier le schéma, ça crée de la complexité. Et donc, souvent, toute cette gestion-là, ce n'est pas forcément bénéfique pour l'application. Nous, on veut juste avoir une nouvelle fonctionnalité, mais ça crée un coût de productivité qui n'est pas anecdotique. Tout ce qui va être aussi augmentation des coûts de gestion, parce que fondamentalement, il faut des gens pour gérer toutes ces shards. Il faut des gens qui aillent regarder comment tout ça fonctionne en termes de monitoring, de disponibilité, de maintenance des VM, des patchs qui peuvent apparaître sur les OS ou sur les versions applicatives de la base de données. Et donc, tout ce qui va être outillage autour de ça, potentiellement, ce n'est pas gratuit. Et même si c'est open source et gratuit, en général, il faut aussi payer les machines qui gèrent tout ça, le réseau et ainsi de suite. Et donc, tous ces coûts-là, en fait, ils arrivent, ils augmentent la complexité de gestion parce qu'on doit gérer assez finement shard à shard. Et derrière, comme je disais, tout ce qui est notion de transaction et de clés étrangères, ça ajoute du risque sur la cohérence de vos données. Donc là, est-ce qu'on est une garantie que toutes les données sont bien fonctionnelles et bien reliées, qu'on n'a pas des éléments qui sont très différents d'un bord et de l'autre? Est-ce que je suis sûr que les commandes d'un utilisateur sont toujours attachées à la bonne clé de mon utilisateur et ainsi de suite? Donc, tout ça, c'est des risques qu'il faut gérer, qu'il faut traiter. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on imagine immédiatement quand on va créer du sharding. Donc, tous ces éléments-là de scalabilité, en fait, donc comme l'a précisé Eric en introduction, c'est des choses que les fondateurs de Cockroach avaient en tête, puisque c'était des problèmes qu'ils rencontraient régulièrement, que ce soit avec Postgre, avec MySQL. Et donc, c'est à partir de ce constat-là qu'ils ont décidé de construire Cockroach sur un format qui est complètement différent. Alors, l'architecture, elle est différente. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on va utiliser un système relationnel. Parce que le système relationnel, ça fonctionne bien, ça existe depuis des années, c'est stable. Et c'est surtout, ça permet de garantir une cohérence de données. On a des jointures, on a des clés étrangères, des contraintes de type et ainsi de suite. On est sûr de ce qu'on a dans notre base de données, sinon la donnée est refusée. Le problème de scalabilité des bases de données, il y a quelques années, il a été plus ou moins adressé par le monde NoSQL, qui a apporté cette logique de scalabilité horizontale très simple, comme on peut le trouver sur des clusters Cassandra ou des clusters Couchbase, on va rajouter du nœud. Et il apporte aussi donc, beaucoup de résilience aux applications, parce que finalement, comme le cluster, il réplique les données, si je perds un nœud, ce n'est pas grave, je peux aller les relire ailleurs, je sais que c'est à jour, je sais que c'est répliqué. L'inconvénient du monde NoSQL, c'est tout ce qui est cohérence. La réplication, elle ne garantit pas la cohérence. Et quand on a des documents associés, des fois, ça peut poser des problèmes parce que tout n'est pas à jour au moment où on va le lire. Et il y a aussi toute cette partie cloud. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le cloud pour leur infrastructure et ça a créé beaucoup de facilité à gérer de l'élasticité sur nos environnements. Ce n'est pas la même chose de monter une instance EC2 ou sur Google ou sur Azure que de mobiliser une VM dans son data center. C'est souvent des services managés, donc on peut aller beaucoup plus vite à créer de la nouvelle fonctionnalité dans l'application. Et donc, ça crée beaucoup de fluidité dans les déploiements, mais ça crée aussi de la tension sur les bases de données parce que plus on va ajouter des choses qui doivent aller lire de l'information, plus on crée des contentions et des points de risque sur notre scalabilité de la base de données. Et donc, Cockroach est apparu autour de ce constat, vraiment avec l'idée du cloud, du déploiement extrêmement élastique d'infrastructures. Mais la volonté première, c'était toujours de pouvoir garantir des transactions. Donc, on a une garantie sur les transactions, on est sûr que nos données sont cohérentes. Pour autant, on apporte un système qui permet de rajouter des nœuds, de scaler comme un monde NoSQL. Donc, plus on aura de nœuds, plus on aura de puissance pour les lectures et les écritures.
et plus on aura de facilité donc, à faire grossir le système sans contrepartie, entre guillemets, sur la partie cohérence de données. Alors, comment ça fonctionne au sein de Cockroach? Chaque nœud est strictement identique au sein d'un cluster. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va déployer un nœud avec un Cockroach dessus, on va déployer exactement le même binaire sur l'ensemble des nœuds et on va simplement, au début, initialiser un cluster et puis après, on va leur dire rejoins le cluster. Et chaque nœud va prendre un rôle qu'on appelle la gateway. Et la gateway, en fait, ça permet à une application de ne pas avoir connaissance de où est la donnée. C'est-à-dire que quand on va passer une requête, quelle qu'elle soit à la base de données, on va atterrir sur un des nœuds. Un load balancer devant va nous distribuer ça sur nos nœuds. Et ce nœud-là, au moment où il reçoit l'ordre, il devient la gateway. Et donc, c'est à lui d'être en charge d'aller chercher l'information ou d'aller écrire, demander au nœud responsable de l'information d'écrire la donnée au sein du cluster. Et c'est ce même nœud gateway qui rendra la main à l'application pour lui dire « Oui, j'ai pu l'écrire ou voici la liste de données que tu m'as demandé. » Et donc ça permet vraiment de faire fonctionner un cluster de base de données sans aucune connaissance de comment la donnée est distribuée au sein du cluster. L'application, pour un développeur, c'est exactement la même chose de développer contre un cluster Cockroach que de développer sur une instance Postgre qu'il aurait sur un Docker, sur son environnement, sur son personnel, en fait, sur son laptop ou son desktop. Ça n'a aucun effet de bord. Par contre, derrière, il peut avoir 5 nœuds, 25 nœuds. La donnée elle peut être complètement répartie, ça ne posera aucun problème. Donc, comment on fait fonctionner ça? Donc, on va vraiment permettre de la scalabilité. La logique, c'est de dire que quand on crée un cluster, le cluster, c'est un ensemble logique de nœuds. Et les bases de données, les schémas qu'on va créer à l'intérieur de ces bases de données, ils vont être répartis sur ce cluster logique. Et donc, au niveau des nœuds, on va gérer de l'intégrité référentielle, des index, des jointures, des vues, et toutes nos transactions sont serialisables. Donc ça, suivant les niveaux de base de données que vous utilisez, en général, que ce soit Postgre, Oracle, peu importe, vous n'êtes jamais au niveau serialisable par défaut pour justement limiter l'impact des contentions sur les machines et donc vous rendre la main le plus possible. Donc ça expose à certains risques. Sur Cockroach, étant donné que justement on est distribué, on a mis le niveau serialisable par défaut, ce qui garantit qu'une transaction, quand vous écrivez des données, elle est fiable, elle est sûre à 100%. Pour faire grossir ces éléments-là, simplement, comme je disais, on rajoute des nœuds. Et ces nœuds, en fait, on va simplement, ils vont intégrer la base de données logique et ils vont faire fonctionner tout ce système-là. Et automatiquement, le cluster, il va redistribuer les données sur les nouveaux nœuds. Le load balancer qui est devant, on peut lui donner les nouveaux nœuds, mais on n'est même pas obligé. C'est derrière chacun des nœuds qui va recevoir un ordre du load balancer qui va les lire sur 4, 8, 20 nœuds, peu importe. C'est lui qui se débrouille à chaque fois pour retrouver la donnée ou savoir où faire passer l'écriture. Un des points qui est important sur Cockroach, c'est que vous allez pouvoir créer des clusters qui sont géographiquement très distants. C'est-à-dire que, comme on le présente dans cet exemple-là, vous allez pouvoir avoir un cluster de base de données sur lequel vous allez être, par exemple, en Europe, sur un data center qui vous est propre. Et puis, pour vous étendre dans des nouvelles zones, donc les États-Unis et puis la région Asie-Pacifique, vous allez utiliser des cloud providers. Donc, vous allez, par exemple, être sur Google en Amérique du Nord et sur Azure en Asie. Pour autant, l'ensemble des nœuds, ils vont fonctionner comme un seul et unique cluster. C'est-à-dire que quand vous allez faire de la réplication de données au sein du cluster, ça va être distribué sur toutes les régions, sans aucun effet sur votre base de données, sans aucune gestion à apporter. Simplement, le cluster il va fonctionner comme ça. L'intérêt que ça a, c'est que typiquement, si vous avez une région qui tombe, pour raison X, Y ou Z, ça peut arriver, vous avez toute votre région Azure en Asie qui tombe, les utilisateurs ils ne sont pas arrêtés, votre application elle continue de fonctionner. Simplement, il y aura une augmentation de latence parce qu'il faudra aller lire la donnée un peu plus loin. Donc, ils vont aller lire la donnée aux États-Unis ou en Europe en fonction de ce qui est le plus propre, mais ça n'arrête pas l'application. Le cluster, il sait gérer ça, il va savoir que cette région-là n'est plus disponible et donc il va la mettre de côté. L'autre possibilité que vous avez avec ces déploiements géographiques, c'est de jouer non pas sur votre capacité à résister aux pannes, donc à survivre à la perte d'une région complète, mais plutôt à la localisation des données et à la latence que vous allez avoir. Donc là, en fait, ce qu'on peut simplement faire, c'est dire, moi, je déploie mes données. Moi, en tant que super utilisateur, entre guillemets, je peux au besoin aller lire les données partout. Par contre, par défaut, mes utilisateurs applicatifs, s'ils sont en Asie ou en Europe, ils vont aller chercher les données sur des nœuds qui sont propres. Et donc, on va réduire la latence
et on va apporter aussi une garantie de où les données sont stockées. Donc en Europe et en France, on est bien au courant de tout ce qui est RGPD et tout ça. Et donc de pouvoir facilement avoir les données qui ne sortent pas de l'Europe, bah, c'est quand même beaucoup plus facile quand c'est la base de données qui le gère et qu'on a juste à lui dire, bah, en fait, ces données-là restent sur cette série-là et jamais elles iront ailleurs. Et donc c'est beaucoup plus facile, l'application n'a pas à le gérer non plus. Eric, je te rends la main. Oui, bah merci, merci Nicolas pour cette explication. Alors, il y a quelques questions, mais on y répondra à la fin. Juste pour vous expliquer, donc, et pour finir et finalement la partie synthèse de notre offre et notre positionnement. Donc, CockroachDB finalement répond à des exigences en fait qui sont dans l'intégration, la sécurité, la manière de gérer, on va dire, toute la partie base de données. Et un des points sur lesquels on va s'attacher, si tu passes au slide suivant, Nicolas, c'est que vous voyez que nos clients, en fait, qui nous étudient, finalement, nous recherchent parce qu'on apporte, on va dire, des vraies solutions d'innovation, de pouvoir se distribuer où l'on souhaite dans le monde, pouvoir même se distribuer sur une seule région, mais sur plusieurs data centers, cloud ou pas cloud. En fait, ça peut être aussi du multi-cloud en data center plus cloud privé ou public, ça dépend ce qu'on veut faire, de pouvoir garder cette garantie, on va dire, de SQL, parce qu'ils aiment travailler sur des schémas, etc. Donc, tout ça fait en sorte que les entreprises, aujourd'hui, regardent Cockroach pour pouvoir avancer sur leur innovation et leurs projets. Par contre, ce qui est intéressant et un point important sur lequel on appuie, c'est notre capacité à s'intégrer finalement sur d'autres tiers applicatifs. Et aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, c'est de pouvoir, par exemple, pouvoir streamer des données rapidement de Cockroach vers d'autres solutions à travers Kafka. Donc, on a ce qu'on appelle une solution, comme un outil dans nos plateformes, qui s'appelle le Change Data Capture, qui permet de streamer en fonction des besoins, des updates, etc., à travers Kafka et de pouvoir les distribuer où l'on souhaite, par exemple sur des données analytics, vers un data warehouse, ce genre de choses, mais très rapidement, sans forcément avoir un ETL quelconque derrière. De pouvoir aussi s'intégrer à travers finalement des clusters, déployer des clusters finalement sur du Kubernetes. Donc, exactement avoir les mêmes types de choses, donc des nœuds, des clusters, mais à travers un déploiement full Kubernetes. Un des points aussi que l'on voit, c'est de pouvoir complètement provisionner CockroachDB, donc la base de données, avec du Terraform, par exemple, et aussi de promouvoir la résilience et la sécurité à travers Vault. Donc ça, c'est quelque chose que nos clients apprécient parce que c'est une intégration très forte et très rapide à mettre en place. Un des points aussi particuliers, on a un partenariat avec Red Hat. On fait partie de leur catalogue de services, donc vous pouvez à travers Red Hat donc, pouvoir déployer Cockroach très simplement. Un des points aussi, comment on s'intègre dans la partie monitoring. Et la partie monitoring, par exemple, si vous avez des outils d'observabilité, donc type Datadog ou autre, vous pouvez directement récupérer les logs de Cockroach et les intégrer directement dans votre propre monitoring que vous avez en fait au sein de votre entreprise. Mais aussi, et un point qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir facilement migrer vers du Cockroach. Donc, ce que l'on a finalement dans notre solution, c'est d'avoir ce qu'on appelle un schéma, un conversion tool, en fait, une solution qui permet de convertir les schémas SQL, comme de l'Oracle ou du SQL Server ou bien du Postgres, et on va faciliter cette conversion. Donc, on va transformer le SQL classique que vous avez dans un format SQL Cockroach. Et bien sûr, ensuite, de pousser la donnée et la mettre en place dans Cockroach. Et donc, finalement, que vos applications puissent fonctionner très rapidement et plus rapidement possible. Et bien sûr, profiter des avantages de Cockroach dans la modernisation complète des stacks logiciels. Donc voilà, donc pour moi, on a fini de balayer, je dirais, la partie Cockroach. Il y a quelques questions donc, qui sont
nous ont été posées, Nicolas, donc je vais te les poser et puis merci d'y répondre. Donc, il y en a une question sur, par exemple, c'est est-ce qu'un nœud égale une database? Alors, non, en fait. Un nœud est un élément du cluster. Au sein du cluster, on va pouvoir créer des databases, comme on le fait avec un Postgre ou un MySQL, et on va avoir des users avec des grandes, et ainsi de suite. On est vraiment dans un monde SQL classique. Et donc, chaque nœud va porter une partie des données automatiquement, soit en version principale, donc pour les écritures, soit en version secondaire pour assurer la résilience de l'application. Donc, un nœud, en fait, c'est juste un élément, et ensuite, on crée des DB sur le cluster. Donc, plus on aura de nœuds sur le cluster, plus on va pouvoir avoir de puissance de calcul, en fait. Ok, donc une deuxième question qui est un peu plus technique. Alors, compatibilité PostgreSQL. Quand pensez-vous que PG Notify va être implémenté au sein de Cockroach? Parce que apparemment, cet utilisateur en a besoin dans son application. Alors, je ne sais pas si on va travailler sur PG Notify en tant que tel, en tant que fonctionnalité. Là, honnêtement, il faudrait que je pose la question côté engineering, parce que nous, en fait, on a cette fonctionnalité qu'a présenté Eric juste avant, qui s'appelle le CDC. Donc, en fait, on émet des changements automatiquement. Alors, comme Eric l'a dit, on l'envoie vers Kafka, mais en fait, on ne l'envoie pas uniquement vers Kafka. On peut l'envoyer un peu où on veut, en fait. C'est juste un webhook qui doit recevoir les éléments. Et donc, le cluster se charge d'envoyer tout changement, ou ça peut être un insert, un delete ou quoi que ce soit. On va pouvoir les gérer assez facilement. Et donc, ça, c'est soumis. Et derrière, il faut juste avoir un service qui soit capable de le gérer. Donc, c'est ce qu'on a de plus proche de PG Notify. Après, c'est effectivement pas tout à fait le même système parce qu'on n'a pas un listen de l'autre côté. Il faut qu'on ait un service qui réceptionne ce qui a été envoyé, quoi. Ok, il y a une question sur la partie open source. Quelles sont les limites? Et est-ce que c'est pour du on-prem et quel est le schéma de licensing? Bon, ça, c'est la partie licensing, on parlera plus tard, c'est pas l'objectif, mais voilà, sur la Euh, partie open source. Alors, les limites de la version open source, elles sont principalement basées sur quelques fonctionnalités. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser une version open source de CodeCrouch, à peu près tout ce que j'ai présenté ce matin va fonctionner. La seule chose qui fonctionnera un petit peu différemment, c'est surtout sur la partie géopartitioning. C'est-à-dire que le géopartitioning va vous permettre de colocaliser des nœuds principalement pour de la latence. Vous n'aurez pas la possibilité de domicilier des données dans une zone géographique de manière précise. Ça fait partie de la version Enterprise. Par contre, vous avez quand même la capacité d'être résilient à une perte de région parce que votre cluster est distribué sur plusieurs endroits. La fonctionnalité CDC, que j'évoquais juste avant par rapport à PG Notify, de la même manière, cette fonctionnalité-là, elle va être très limitée en version open source, qu'elle va émettre les changements tels quels, alors que sur la version Enterprise, vous allez avoir la capacité de créer des filtres, de modifier la requête en fait, pour qu'elle soit vraiment adaptée à votre besoin et qu'elle ne vous envoie que les informations dont vous avez besoin en fonction de tout un tas de critères ou autres. Donc, on a quelques fonctionnalités comme ça, mais qui sont vraiment, on va dire, adossées à un besoin un peu plus important et qui justifie en général non pas la version Enterprise en tant que telle pour la fonctionnalité, mais surtout le support qui va avec et l'accompagnement qu'on peut fournir sur une version Enterprise. Donc, alors une autre question, alors, je ne sais pas si je la comprends, mais peut-être que toi, tu la comprendras. Il y a une personne qui nous dit qu'elle a vu des drafts PR sur notre GitHub, mais ça semble avoir des stop bloqueurs. Donc, je ne sais pas si… Des drafts PR sur GitHub. Alors là, honnêtement, c'est l'équipe ingénierie qui gère les pull requests chez nous. Ensuite, il y a beaucoup de pull requests qui sont faites, que ce soit par l'ingénierie directement ou par la communauté qui gère, qui a accès à ça. Après, il y a des choses qui peuvent entrer en concurrence avec le fonctionnement global du cluster, parce qu'il y a en fait, la logique de base de Cockroach et le fonctionnement de base de Cockroach, en interne, ça ne doit jamais être dérogé. Donc, c'est-à-dire qu'on doit toujours garantir tout un tas de fonctionnements et ainsi de suite, et on ne veut surtout pas y toucher. Et donc, si les PR apportent un risque sur le fonctionnement global du cluster ou des choses comme ça, on peut les bloquer. Mais en général, c'est rarement le cas.
Et dans tous les cas, au besoin, on a un Slack communautaire, Cockroach. Et sur ce Slack, en fait, on peut parler des pull requests qu'on veut soumettre ou qu'on voit qui seraient intéressantes. Et donc, en général, on a une réponse de l'ingénierie qui arrive, alors je ne dirais pas rapidement, hein, parce que ça reste, ils ont besoin de travailler sur d'autres choses, mais en général, ça répond en 2-3 jours, quoi. Ok. Il y a une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose pour se former, pour regarder? Est-ce qu'il y a des docs qui est en ligne pour pouvoir vraiment regarder un peu ce qu'on fait avec Cockroach? Alors, sur Cockroach, il y a plein de moyens d'apprendre. Déjà, il y a une version effectivement open source et on peut, et en allant sur le site de Cockroach, sur la doc de Cockroach, on a même des Getting Started qui vont vous permettre de faire ça sur un Docker local. Donc, c'est hyper simple à manipuler. Et le fait d'être compatible avec le protocole de communication Postgre, ça nécessite quand même, on peut facilement jouer avec une application qu'on a déjà qui sait parler le SQL. Ensuite, si on veut en apprendre vraiment un peu plus, de manière un peu plus guidée que simplement en lisant la doc, on a effectivement aussi une université en ligne, qui est complètement gratuite, hein. Il suffit juste de s'inscrire avec son email et il y a toute une série de cours qui existent. En général, les vidéos sont courtes, hein. De mémoire, ça va être entre 4-5 minutes à peu près par élément, mais c'est des cours en fait qui se suivent. Donc, on a des séries de vidéos et ça va être par exemple comment je crée une première application Node.js avec Cockroach, comment je gère un déploiement géolocalisé avec des données qui sont flaguées sur une région. Et ainsi, on va avoir tous ces cours-là qui sont disponibles et donc qui permettent d'en apprendre un peu plus de manière plus guidée que simplement en lisant la doc. Ok, parfait. Bah, écoute, merci Nicolas pour ces réponses. On vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire. Notre objectif, c'est d'en faire au moins un par trimestre. Donc, vous aurez sûrement des notifications de notre part pour des nouveaux éléments. Et puis, vous allez recevoir aussi un email avec la présentation et l'enregistrement que vous pourriez éventuellement partager avec d'autres personnes. On vous remercie et puis passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.